Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Cette semaine, nous allons poursuivre l'émission avec l'adaptation fidèle d'une BD suite au livre de Valérie Porteret, Vous n'aurez pas les enfants. Nous allons donner la parole aujourd'hui à Arnaud Le Gouefflec et Olivier Balaise. Moi, je m'appelle Arnaud Le Gouefflac et je suis scénariste de bande dessinée et je travaille donc avec des dessinateurs et sur cet album avec Olivier Balaise avec qui j'ai déjà travaillé sur plusieurs albums, mais c'est la première fois qu'ensemble on abordait ce type de sujet. En l'occurrence, il s'agit d'une adaptation donc du livre de Valérie Porteret, Vous n'aurez pas les enfants, que nous avons tous les deux essayé de transcrire en bande dessinée. Olivier, Et donc Olivier Balaise, comme vient de le dire Arnaud, on n'en est pas à notre premier album ensemble, mais effectivement celui-ci a une place différente dans ce qu'on a pu réaliser pour l'éditeur Glénat. Et puis par ailleurs, je fais de la bande dessinée, mais des livres jeunesse, des illustrations pour des couvertures de livres, des timbres, et même jusqu'à des panneaux autoroutiers, voilà, pour dresser un large panel de ce que mon activité permet de faire. alors, avant de vous féliciter, ce que j'ai l'habitude de faire en fin d'émission, je tiens à vous dire combien j'ai apprécié la qualité de vos dessins, aussi bien dans le croquis, le texte qui va avec, que dans les couleurs que vous avez choisies et qui sont modifiées tout au long de la BD. Nous allons donc, vous n'aurez pas les enfants, la version pocket, la couverture de la BD, et nous allons demander à Arnaud et à Olivier de commenter, mais Valérie pourra intervenir aussi, à la limite, image par image. Alors ça, c'est votre présentation. Et maintenant, voilà. Je vais peut-être agrandir celle-ci. À vous, à vous les amis. Alors la première difficulté auquel on a été confronté pour adapter le livre de Valérie en bande dessinée, c'est la pluralité de personnages principaux, la pluralité de héros qui fait que c'est toujours difficile. Dans une bande dessinée, on se focalise souvent sur un personnage ou deux personnages principaux qui servent un peu de guide. Et là, l'intérêt de l'histoire, ce que Valérie a remarquablement mis en évidence, c'est qu'il s'agit d'une œuvre de sauvetage collectif avec un certain nombre de personnages, qu'il ne s'agit pas non plus tout d'un coup de transformer cette pluralité en une fausse unicité, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas voulu, nous, sacrifier cette réalité très intéressante de cette pluralité en réduisant. Donc on a une nécessité de présenter aussi et de mettre en scène tous ces personnages sans escamoter les uns ou les autres. Et donc on a avec Olivier décidé de préciser en début d'album sous forme de, je sais pas comment on peut dire ça, de trombinoscope. Je sais pas si c'est le mot est très heureux. Enfin, ça dit ce que ça veut dire, de représenter qui et à quel organisme il est affilié. Donc il y a évidemment les sauveteurs, mais il y a aussi les bourreaux hein, qui sont représentés sur la page suivante ou la page d'avant, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il que ça n'a pas vocation à, quand on commence à lire la bande dessinée, à être mémorisé instantanément. Évidemment, quand on voit ces deux pages, on peut pas tout de suite les mémoriser, mais on peut y revenir si on a besoin de repréciser qui est qui, et ça, on trouvait que c'était une sorte de repère. Voilà. Alors, bien sûr, je n'ai pas pris toutes les photos en PowerPoint. J'en ai pris une quinzaine, faute de lourdeur du poids du MP4. Alors là, par exemple, Olivier, vous avez un texte d'ailleurs, c'est marché. Non, c'est Laval. C'est Laval, pardon, excusez-moi. Alors, lequel Oui, veut commenter?
Olivier ou Arnaud? Bon, je vais reprendre la parole, mais c'est toujours Arnaud qui est derrière les mises en scène. Moi, je ne fais que mettre en image ce qu'il me donne. Et là, il a eu la bonne idée aussi de mettre en scène sous forme d'interview un petit peu hors du temps les informations documentées que nous a transmis Valérie. Et là, l'idée, c'était un petit peu de contextualiser ce qui se passe en tout début du récit. Et puis moi, ma part, c'est de réussir à mettre en scène finalement quelque chose qui n'était pas évident dans ce récit, c'est-à-dire qu'on est souvent en huis clos avec, comme on vient de le dire, une quantité de personnages et puis un temps très très court avec comme rebondissement des démarches administratives. Donc c'est en termes de graphisme pas très sexy. La difficulté, elle était là, mais avec Arnaud, qui est un compère depuis de pas mal d'années, avec qui j'aime travailler, on échange et donc on se retrouve sur des références communes. Et puis là, j'aimais beaucoup cette idée de représenter Laval avec son éternelle cravate blanche et de jouer aussi avec les bulles et de choix typographiques. Déjà là, on initie le clin d'œil qu'on va faire ensuite à l'usage des documents administratifs, les télégrammes, les cas d'exemption et autres. Donc là, je joue sur les bulles qui passent d'une certaine couleur en changeant de typographie pour évoquer de manière très administrative les informations que nous donne Laval. En tout cas, c'est très judicieux d'avoir joué sur les couleurs dans les bulles. Alors, voilà. Je vais essayer de vous l'agrandir. C'est peut-être un petit peu trop. Alors, qui veut commenter? Peut-être Arnaud? C'est la, c'est la scène où dont Gilbert Lezage, dont parlait tout à l'heure Valérie? Valérie, rend visite à l'abbé Glasberg dans son prieuré pour lui annoncer l'imminence de la rafle. Donc voilà, c'est un moment qu'on a mis en scène, dont on a imaginé la forme que ça pouvait prendre avec les éléments qu'on avait, mais globalement, tout ça est raconté dans le livre de Valérie. Lesage vient alerter l'abbé Glasberg et ensemble, ils vont commencer à poser les bases de l'opération de sauvetage. Alors, c'est un lieu vraiment très important, hein, le choix. Nous, ce qu'on sait, on connaît la date de la proposition de Lesage faite à ces éminements, enfin, aux plus grands du sauvetage d'amitié chrétienne comme l'abbé Glasberg. Pour autant, le lieu exact, on a trouvé qu'il était très fort de l'imaginer à Saint-Alban puisque tout le travail je veux dire, clandestin se fait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ici même, hein, avec le curé Laurent Rémilleux. On a aussi des opposants politiques qui sont accueillis. Voilà, c'est un lieu très fort, hein, on se trouve dans une banlieue pauvre de Lyon où d'ailleurs beaucoup de séminaristes sont envoyés sur le terrain pour voilà qu'ils appliquent ce qu'on leur a enseigné sur le terrain de l'action au moment de voilà où ces gens-là arrivent depuis 1934 hein, à Lyon. Voilà. Alors là, vous faites intervenir le grand rabbin Kaplan qui en parle dans chacun de ses livres, car ça l'a énormément marqué. Donc, il était grand rabbin de la synagogue de la rue de Tilsit. Et je voudrais rappeler un épisode qui est arrivé justement dans cette grande synagogue un vendredi soir en 42. Les Allemands arrivés ont fermé les grilles de la cour et voulaient projeter à l'intérieur des grenades pour tuer l'ensemble des fidèles qui participaient à l'office du vendredi soir, à l'accueil du Shabbat. Or, il faut savoir que dans cet office, à un moment, les fidèles se retournent, ça fait partie de l'office. Et les Allemands entrant ont été très surpris car ils ne voulaient pas être vus, ont lancé leurs grenades à l'entrée de la synagogue, ce qui a permis de sauver l'ensemble des fidèles. Et le grand rabbin Kaplan le rappelle dans tous ses livres avec tout cet émoi
et cette affection qu'il pouvait porter pour tout ce qui s'est passé auprès de la communauté juive de Lyon qu'il représentait. Alors Et là pour aussi, le justement, vous avez très passage, bien choisi les couleurs parce que la noirceur et le marron, et c'est vraiment poignant. Excusez-moi, Valérie, vous aviez quelque chose à rajouter, je crois. oui, alors donc nous on est un petit peu avant donc l'arrivée des Allemands à Lyon Exact. et en fait ce qui est en fait ce que je trouve très important intéressant c'est qu'en fait comme le livre est très ramassé vous avez vu donc ils ont fait la présentation de l'ensemble des acteurs et après très vite on arrive au camp de Vénissieux et ils ont mis cette porte sur une contextualisation en réalité de qu'est-ce qu'on est au milieu, enfin dans ce mois d'août 42, et là on est le 11 août 42. Et c'est un convoi de déportés provenant de Rivesaltes qui s'est arrêté en gare de Perrache. Et à la suite de cet épisode, en réalité, ils vont se missionner vers le cardinal Gerlier pour lui demander d'intervenir auprès de Pétain, qu'ils ont vu des scènes atroces en gare de Perrache. Donc, en fait, c'est un moment aussi de contextualisation particulier que je trouve très très fort et où tout de suite le lecteur comprend ce qui va se jouer hein, pour les personnes qui ne seront pas sauvées. Oui. Alors, là, j'ai opté pour celle-là. Voulez-vous que j'agrandisse? Ou remarquez, vous devez connaître les bulles par cœur. Oui, oui. Bon, Allons-y. là, Et ou Arnaud, à vous la c'est- parole. c'est le début de, comment dirais-je, des investigations de l'abbé Glasberg qui cherche une faille administrative ou plusieurs failles administratives. Il cherche en tout cas à dépioter les documents officiels pour savoir comment exempter le maximum de personnes et quelles sont les failles. Il a des lunettes bien aiguisées, on va dire. Il a l'œil exercé. Et donc, c'était effectivement pour Olivier et moi une des autres difficultés de l'adaptation, c'est-à-dire qu'on a ici un thriller administratif. Les rebondissements sont d'ordre administratif, les retournements de situation sont souvent des affaires vraiment de papier. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre ça sensible et lisible sous forme de bande dessinée? Et c'est là qu'aussi comment dirais-je, la capacité d'Olivier à intégrer de l'image dans l'image, c'est-à-dire là, en l'occurrence, il a réussi à tramer des documents administratifs et à en faire quasiment la matière, l'arrière-plan de certaines cases. Comme on voit par exemple dans cette dernière case, la sixième case de la planche, où on voit dans les lunettes de Glasberg se refléter les documents administratifs, documents qui sont authentiques. Valérie nous a communiqué énormément de documents justement pour pouvoir nous nourrir aussi graphiquement de ces documents administratifs. Donc c'est une manière de rendre sensible et de mettre en perspective les ressorts de ce thriller administratif sans être juste dans le texte, dans l'explication et dans le didactique. Voilà, ce qu'Olivier a réussi à rendre palpable et sensible. Bravo pour la projection du texte sur les lunettes, hein. Alors, là, vous avez carrément, allez-y, c'est Olivier peut-être qui va prendre la parole. Olivier. Alors moi, je vais plus prendre la parole par rapport à la scène précédente. Comme celle-ci, il y a donc un choix délibéré. Vous en avez parlé de l'usage des couleurs et donc de couleurs restreintes. Le rouge est très présent, comme on l'avait vu dans la gare ici pour l'abbé Glasberg. Ça lui donne une dramaturgie. On peut même souligner le choix que Arnaud a fait aussi de mettre une case silencieuse quand la porte se referme. On aurait pu passer directement à la quatrième case, mais cette troisième case souligne en fait la confidentialité de sa recherche, la nécessité d'être, non, encore une fois, discret sans doute. Je ne sais pas à quel point c'était vrai, mais disons que là, le lecteur, il se rend bien compte qu'il est sur des papiers importants. Et donc,
l'usage que je peux faire des couleurs, effectivement, est très importante parce qu'elles sont réduites. Et donc, à la fois pour déterminer le changement d'une scène à une autre, d'une ambiance à une autre, mais également pour, grâce à ce rouge, en fait, pour souligner le caractère dangereux, en fait, de ce qui se trame derrière ces courriers. Donc, c'est des couleurs qui sont à la fois vives parce qu'il y a de rouge, mais pour la scène suivante, on est quand même baigné dans du noir et il y a un moment donné, donc on ouvre les rideaux. Donc ça, c'est cette idée de mise en scène d'Arnaud aussi pour faire rentrer un peu de lumière dans cette histoire. Là, je passe la main à Arnaud s'il veut nous commenter davantage ce qui se joue dans cette scène. Oui, bah c'est la scène où le grand rabbin Kaplan rend compte au cardinal Gerlier de ce qui s'est passé il y a deux planches là Oui. du passage de ce train de déportés en gare de Lyon. Et voilà, c'est un moment absolument crucial parce que quelque part, il alerte Gerlier sur la réalité de ce qui est en train de se passer. Et Gerlier, qui est à la fois un ami de Pétain et en même temps un homme de conscience, se retrouve confronté aux paramètres de sa propre spiritualité, si j'ose dire. Donc, on a voulu mettre un peu ça en scène avec cette scène d'ouverture de rideau, cette lumière qui tout d'un coup vient éclairer l'intérieur d'une pièce qui jusque-là était sombre pour voilà, symboliquement aussi représenter l'homme face à ses interrogations, à ses questions et à sa conscience. Alors, le temps avançant très vite, je vais essayer de vous faire passer plusieurs slides et si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, vous m'arrêtez. Là, on a affaire à, c'est une scène qui fonctionne par ellipse. Voilà, où on a des personnages qui sont qui vont être arrêtés et qui sont dans des appartements, dans des chambres d'hôtel et c'est la veille de l'arrestation en quelque sorte. Donc on a sur plusieurs planches, là c'est l'une des planches, voilà des instantanés, des personnages différents qui se questionnent et quelque part on a une grande tension aussi narrative parce qu'on sait que c'est la veillée d'armes avant l'arrestation. Et le bord de case noire que Olivier a choisi, hein, toutes les gouttières entre les cases sont noires, est évidemment n'est pas laissé au hasard évidemment. Hasard, ben oui. Alors là, vous avez des personnages sympathiques et moins sympathiques. C'est là où on fait la N'hésitez pas à connaissance avec, m'arrêter. Pardon? ouais. Non, mais c'est là où on fait la connaissance avec Lucien Marchais. C'est vrai qu'on a eu Exact. une quantité de documentation, mais bon, pour Lucien, on n'avait pas de photos. Donc voilà, c'est là où j'ai eu cet espace de liberté, parce qu'il s'agit quand même encore une fois d'une adaptation. On se base le plus possiblement sur les informations qui sont avérées. Et puis, il y a quelques espaces libres, voilà, pour lesquels on a joué sur des contrastes pour que les personnages puissent être identifiés plus facilement. Donc, le marché, je lui ai associé à une couleur orange, donc on le voit souvent avec sa sacoche qui aura un rôle important, sa cravate Tout à orange. fait. Donc voilà, ça, c'est après des petits outils qu'on utilise en tant qu'auteur de bande dessinée pour faciliter la lecture et la compréhension du récit. Bravo pour la cravate qui a la forme d'un coutelas. Et c'est vrai que la cravate et la sacoche font tout le personnage, Ah définissent oui, pourquoi il est là dans voilà, ce sont ces deux attributs fondamentaux, quoi. Effectivement, de plus, la sacoche va jouer un rôle important en tant que rebondissement narratif. mais on laisse quand même le lecteur deviner parce que je voudrais pas qu'on dévoile le tout pour la BD parce que c'est le livre de Valérie est très informateur. J'invite tout le monde à se le procurer, à le lire. Et à la limite, j'invite les auditeurs à lire le livre de Valérie avec la BD juste à côté. Mhm. Alors c'est Et vrai que... là, il y a Pardon. quelque chose pardon, non, non, là où, oui, voilà, celle-là. Vous voyez, en haut, bah, par exemple, on reconnaît très bien une des photos que j'ai retrouvées en 2018, parce qu'en 2018, j'ai retrouvé les 15 clichés qui ont été pris au camp de Vénissieux par un travailleur indo-chinois au chômage, Ngo Troncieux.
Et ce sont aujourd'hui les seules photos au monde qu'on possède où on voit des internés dans un camp au moment de ces grandes rafles des Juifs étrangers de l'été 42, avant d'être conduits à Drancy en vue de leur livraison à Auschwitz. Et là, on a vraiment une photo où on voit les internés monter dans les marches du grand réfectoire où va peut-être on va leur servir leur repas. Alors, nous avançons. N'hésitez pas à m'arrêter, mais je suis obligée Alors, Il y d'avancer. a Madeleine Allez-y. Barrault. Pardon, celle du dessus? Bah donc là, oui, on continue à rencontrer plusieurs personnages importants dans cette affaire. Madeleine Barrault et donc le fameux docteur Adam qui échange. Et c'est vrai que dans les mots qui sont échangés, on sent toute la tension, les difficultés, la prise de risque. Et en même temps, bah, comment dire, parfois une forme de, d'incapacité à pouvoir sauver plus de monde. Enfin, on sent bien que dans ce qui se passe dans ce camp, c'est de réussir à sauver le plus de monde possible. Et on devine bien le désarroi, notamment du docteur Adam. Valérie, d'ailleurs, tu nous racontes souvent autour du docteur Adam quelque chose qui m'émeut beaucoup, c'est de se dire qu'il a beaucoup contribué à sauver des vies, mais que à la fin de sa vie, il n'aura pas su ce qu'étaient devenus les enfants, je crois, non? Oui, en fait, ce qu'on retrouve, que ça soit pour Madeleine Barrault, que j'ai pu interviewer à Paris avant son décès, ou que ça soit la veuve du docteur Adam, ce qui est très émouvant, c'est qu'à chaque fois, ce qui revient dans la parole des héros, quand ben, ces grands héros qui ont agi au camp, c'est jamais, au départ, ils vous racontent pas ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont en gardé en tête que le souci du devenir de cette centaine d'enfants parce que eux, évidemment, ils savent que ils les ont sauvés à l'intérieur du camp, ils savent que monter des carmélites, ils ont été confiés à des familles. Pour autant, il restait encore 2 années de guerre. Et en fait, ils m'ont vraiment accueilli avec beaucoup d'émotion parce que ils avaient envie de savoir si tous ces enfants avaient pu survivre jusqu'à la libération. Et le docteur Adam, c'est une personne incroyable. Il n'a pas encore obtenu, on n'a pas encore réussi à obtenir la médaille des justes pour le docteur Adam. Il faut vraiment qu'on l'obtienne. Ce jeune médecin, il avait 19 ans, hein, enfin, à peine 20 ans, l'âge de Justus, et il a une prise de risque incroyable au camp. Il va sauver plusieurs dizaines d'adultes et ensuite il va poursuivre son œuvre euh, pour éviter à des jeunes de partir au STO. Il va diagnostiquer des problèmes pulmonaires. En fait, même au camp, hein, il distribue des doses de poison. Enfin bon, les lecteurs découvriront le docteur Adam. Et ensuite, il va être attaqué dans les rues de Lyon par le MNAT qui va le laisser pour mort, hein. Elle va prendre vraiment des coups sur la tête notamment. C'est une amie infirmière qui va le traîner jusqu'à chez elle, lui porter des soins. Et dès qu'il est remis sur pied, il repart dans le maquis comme infirmier. Et après-guerre, il prend la tête d'un sanatorium à Vichy. Et non seulement il est médecin, mais aussi il organise des chorales. Enfin, c'est un homme rempli vraiment du souci des personnes dont il a la charge à chaque fois. Et il va jusqu'au bout. Et sa veuve, voilà, je lui avais fait la promesse de mettre en avant le travail du docteur Adam, qui est vraiment inconnu. Et notamment, il avait donné son témoignage peu de temps après la guerre, enfin dans les années 50. C'est un témoignage qui avait été validé par la commission d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui est très détaillé, qui m'a offert le premier plan du camp vu d'avion. Et voilà, moi, ma promesse qui a été faite à cette veuve, c'est que, évidemment, que le docteur Adam devrait avoir cette médaille des Tout justes. à Et fait. j'espère qu'au fil du temps, on l'obtiendra parce que pour la jeunesse, d'avoir la figure d'un juste de cet âge, c'est très important. Vous voyez, Alors,
Je vais faire défiler d'autres slides parce que vraiment, je vais être obligée d'arrêter. Ça serait dommage, il y en a quelques-unes à la fin. Vous m'arrêtez si vous avez un témoignage important quant à l'élaboration de cette magnifique BD. Là, vous avez un exemple dans cette planche, Pour les juste là. tampons, celle-là, Juste celle-là, celle qu'on voit. Évidemment, on pourrait commenter toutes les autres planches, mais si on est bien tenu sûr. par le temps, voilà une grande case planche, comme on dit, c'est-à-dire que la planche n'est pas divisée en plusieurs cases, mais il y a une seule, où on voit donc des personnages sur fond de documents administratifs, l'un en portant un tampon, l'autre ouais, manipulant des documents. Là, c'était un exemple de ce que je vous disais tout à l'heure sur la manière dont Olivier a pu tramer et intégrer au récit visuellement, de manière sensible, des documents administratifs. Bravo, un grand, grand bravo. Là aussi, avec le statut des Là Juifs, aussi, donc avec les tout à ombres fait. également. Là, cette slide qui est particulièrement touchante. La salle est vide Oui, et un ourson trône. c'est Rappel de effectivement l'enfance. une image parfaitement éloquente Ouais. parce qu'il y a l'absence, voilà, il y a une sorte de silence et il y a cet ourson au premier plan qui évidemment dit tout. Rappelle l'enfance détruite, l'enfance abolie. À la fin de l'album, donc on a tout simplement, on s'est posé la question qui paraît légitime de que sont-ils devenus tout simplement, et donc les personnages principaux, une grande partie des personnages principaux de l'histoire sont évoqués sur leur destin, puisque l'album se clôt sur justement le sauvetage des enfants. Il y a toute une partie fascinante ensuite de destin qui se ramifie d'une famille à l'autre, qui mériterait à elle seule, évidemment, encore d'autres albums de bande dessinée. Tout Il à fallait bien fait. qu'on circonscrive notre Et propos. Voilà. bravo à Olivier pour le choix des couleurs, parce que là, on voit très bien, euh, quand on s'interroge, que sont-ils devenus? Et le choix des couleurs nous laisse penser, nous laisse surtout applaudir au travail qu'ils ont effectué. Oui, oui. Puis après, c'est vraiment un travail collectif, hein. Je me souviens qu'on avait déterminé 3 pages pour cette partie-là, et puis l'éditeur estimait qu'il en fallait davantage. C'était important aussi de savoir ce qu'ils étaient devenus. Les couleurs sépia nous laissaient entendre aussi le côté passé, mais c'est souvent aussi ce qu'on utilise pour évoquer des flashbacks. Là, on l'a pas vu passer, mais avec Arnaud, on a joué certains flashbacks, notamment le récit de l'abbé Glasberg, qui est d'origine ukrainienne. Ça s'est fait avec un jeu de broderie. Donc là, j'ai demandé à ma fille de passer en broderie des dessins que j'avais réalisés pour raconter cette histoire de géant. Ce géant est une contribution aussi, pareil, d'Arnaud pour évoquer, pour symboliser le récit et l'acte héroïque dans son collectif, et comment ce géant qui est constitué de différentes personnes permettait de mieux comprendre aussi ce qui se jouait dans ce camp où plusieurs personnes œuvraient ensemble et finalement chacun à sa propre capacité a pu contribuer à un grand sauvetage. Moi, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup à chaque fois quand je parle de ce récit, c'est de montrer que chacun peut, à sa mesure, contribuer à quelque chose de grand. Alors certains sont plus capables de s'investir, d'autres par petites touches, mais c'est cette addition d'actes qui permet de grandes choses. Alors là, Olivier, je vous laisse commenter le choix des couleurs, l'homme qui va vers son destin, le penseur. Oui, bah, finalement on pensait ne pas avoir de personne fil conducteur, mais cet abbé Glasberg revient souvent et Arnaud parle dans ce récit de la lumière, puisqu'on a aussi un photographe qui prend des photos, donc ça joue avec cette lumière et puis ce récit qui est très sombre et ce moment qui arrive vers la fin, au moment où Justus va pouvoir s'enfuir, encore une fois grâce suite à la visite de l'abbé Glasberg. Ben, il repart dans la ville. On devine bien qu'il peut être encore poursuivi, mais disons que ça nous permet aussi, par le jeu de lumière, d'apporter un peu de liberté et de satisfaction pour le lecteur, de voir que leur acte a abouti. Enfin, je ne sais pas, Arnaud, toi, comment tu veux aussi contribuer, parce que c'est vraiment une idée à toi aussi de terminer avec une grande case
et le profil de cet abbé qui part dans les rues. Oui, bah, c'est-à-dire que tout au long de l'album, on a cette problématique de la lumière qui malheureusement fait défaut. C'est-à-dire, bon, là, on parle de la lumière au sens large, lumière de l'humanité, lumière spirituelle ou lumière d'espoir, tout simplement. Dans ce huis clos étouffant où les personnages sont en fait condamnés à une obscurité qui semble totale, qui semble progressive et définitive, et ben voilà, ça nous paraissait être intéressant, surtout dans le cadre d'une bande dessinée, de jouer sur la dialectique entre l'ombre et la lumière et de jouer sur cette dialectique. Tout à l'heure, on l'a vu lorsque le cardinal Gerlier ouvre les rideaux, tout simplement, à un certain moment, de manière symbolique, représenter comme ça la lumière. Tirer un fil aussi parce qu'on a un personnage de photographe, comme Valérie l'a dit, qui est capital, puisqu'il a effectivement pris des photographies que Valérie a retrouvées. Euh, il y a pas, 2018. voilà, en 2018, il n'y a pas si longtemps que ça, ces photos qui sont évidemment un trésor pour rentrer et faire rentrer de la lumière quelque part dans cette histoire, hein, parce que tout d'un coup, on voit des choses. Voilà, donc ça nous paraissait être intéressant, en tirant aussi peut-être la question de la spiritualité, cette question de où est Dieu dans tout ça, et est-ce que pour un croyant comme Glasberg, comment est-ce qu'il se positionne par rapport à sa propre croyance, par rapport à donc voilà, on pensait que c'était une manière assez ouverte, une fin assez ouverte de le montrer aller vers cette lumière qui, voilà, charge au lecteur d'y mettre ce qu'il veut. C'est la lumière du jour, c'est la lumière de l'espoir, c'est la lumière spirituelle, peu importe. C'est de la lumière. Les suites aussi du sauvetage avec cette résistance civile qui va accueillir en fait ce grand sauvetage, cette opération coup de poing, où les meilleurs, les plus entraînés au sauvetage ont accompli voilà ce sauvetage incroyable. Et après, en fait, une caisse de résonance, les maillons de la chaîne qui continuent avec toute cette population horrifiée par les rafles, horrifiée par le fait qu'on ait osé toucher aux enfants, qui va tendre la main et permettre les suites positives du sauvetage. Et moi, cette image, c'est un petit peu aussi l'entrée vers les suites. La Ouais, lumière, elle est toujours là parce qu'ils vont pouvoir compter sur cette population qui a découvert ce que c'était que Vichy sous ses yeux. Les rafles se sont passés sous ses yeux. La première fois qu'elle voit ça, des gens ont été pris, des gens qu'ils avaient aidés, qu'ils avaient soutenus. Et vraiment, de toucher aux enfants, eh ben, vous n'aurez pas les enfants. Voilà, le titre de Strike de la Résistance, il est là, il est dans cette scène. Voilà, vous n'aurez pas les enfants. Et nous allons terminer avec, en nous associant au vœu pieux de Valérie Porteret qui déclare: Il faut que cette histoire emblématique de Vénissieux soit connue, transmise, expliquée. Elle doit entrer dans toutes les maisons, dans toutes les écoles pour donner du souffle aux jeunes, leur donner l'envie d'agir plutôt que de renoncer et de subir. C'est ma responsabilité d'historienne, mais c'est aussi notre responsabilité de citoyens français. Merci Valérie, merci Arnaud, merci Olivier. merci Monique. Merci mille fois pour votre Merci. interview qui nous a permis vraiment de nous exprimer. Merci Olivier. Ben, merci à vous également. Je vous remercie tous les trois et je vous félicite encore et encore et encore pour ce livre Vous n'aurez pas les enfants de Valérie Porteret, publié chez IXO et Pocket, et la BD d'Arnaud Le Goueffec et Olivier Balèze, Vous n'aurez pas les enfants, adapté à partir du livre de Valérie Porteret et publié chez Glénat. Merci les amis. Quant à Merci à moi, vous. quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.